Bonjour Fanny Petitbon, Bonjour. merci d'être avec nous sur Médien. La fin de la COP28 est marquée par cet accord enfin trouvé sur les énergies fossiles. Il appelle à les abandonner progressivement. Concrètement, qu'est-ce qu'il contient? Concrètement, en fait, ce texte, il signale le début de la fin pour les énergies fossiles. Il appelle les États à réduire rapidement les énergies de gaz à effet de serre pour rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il n'appelle qu'à une transition hors des énergies fossiles, c'est-à-dire à s'en éloigner progressivement. Alors que notre attente, à nous, société civile, mais aussi les pays les plus vulnérables, c'était vraiment que cette COP elle aboutisse à une décision de sortir, hein, vraiment avec le mot sortir, des énergies fossiles qui, pour nous, est la seule solution si on veut se donner une chance de rester sous 1,5 degré. Et on avait vu de plus en plus d'États ces derniers jours. Il y avait plus de 70% des pays qui font partie de la Convention climat des Nations Unies qui étaient en faveur de cette décision. Mais malgré tout, eh ben, il y a des intérêts pétroliers notamment qui ont joué à l'encontre de ce mot de sortie. Justement, j'allais vous poser la question. Donc, le mot utilisé n'est pas la sortie des énergies fossiles, mais une transition hors des énergies fossiles. Mais est-ce que cette différence de termes importe vraiment pour le résultat final? Oui, elle importe. On peut penser que c'est juste des mots, mais en fait, quand les négociateurs jouent avec des mots, c'est vraiment avec des vies qu'ils sont en train de jouer. Et on l'a vu ce matin pendant la plénière durant laquelle ce texte a été adopté de manière très très rapide. Il y a eu des prises de parole très très émotionnelles de la part des petits États insulaires qui estiment que en fait ce qui a été décidé à Dubaï ne sera pas suffisant pour empêcher les pires impacts du changement climatique dont ils sont déjà malheureusement les victimes et que en fait cette COP c'était un peu le dernier moment pour y arriver parce que c'était une COP de bilan de mise en œuvre de l'accord de Paris. La prochaine qui aura ce mandat ce sera dans 5 ans. Or on sait qu'en fait c'est sur cette décennie entre maintenant et 2030 qu'il faut changer et qu'il faut mettre en place des changements majeurs en termes de production, de consommation, de déplacement. Donc on a senti que ces petits États insulaires dont vraiment l'existence est directement menacée, eh ben, étaient profondément déçus de ce résultat. L'accord est non contraignant, je le rappelle. Le sultan Al-Jaber, le président de la 28e conférence sur le climat, l'a qualifié d'historique. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle? C'est une COP qui a marqué un tournant, ça on ne reviendra pas dessus, parce qu'elle a brisé un tabou. Elle a brisé le tabou des énergies fossiles dont on ne parlait pas dans les COP alors que c'est la principale responsable du changement climatique. Donc il y a vraiment un précédent, on ne reviendra pas en arrière. Mais malheureusement, ce n'est pas la solution dont on a besoin pour faire face à l'urgence climatique. On avait vraiment besoin d'une sortie des énergies fossiles et on avait besoin que ce soit accompagné de moyens. C'est là l'une des grosses lacunes du texte qui a été adopté aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de moyens pour aider les pays en développement à engager leur transition énergétique, à faire face aux besoins en adaptation, mais aussi aux pertes et dommages, les pires impacts du changement climatique. C'est vraiment le nerf de la guerre et on l'a vu année après année, les pays riches n'honorent pas leurs promesses de soutien financier. Et il y a une grande inquiétude que finalement ce texte qui appelle collectivement l'ensemble des États à s'éloigner des énergies fossiles, eh bien, ne permette pas aux pays en développement, notamment des pays africains, par exemple comme le Nigeria, qui ont des ressources fossiles dans leur sol, à se développer en utilisant les énergies renouvelables parce qu'en fait, les pays du Nord ne leur donneront pas suffisamment de moyens. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'accord a été salué par la présidence émirati, les États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes. Et l'Arabie saoudite exprime même sa gratitude. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est sûr que quand l'Arabie saoudite exprime sa gratitude, ça montre qu'elle a réussi à faire valoir une partie de ses intérêts et notamment le fait de ne pas sortir, de ne pas avoir cette mention de sortie. Et puis on l'a vu aussi, cet accord, il ouvre la voie malheureusement à des mirages technologiques, des technologies qui sont présentées comme des solutions, mais en fait que nous on appelle des distractions dangereuses, notamment comme la capture et le stockage de carbone, qui selon les pays producteurs de pétrole en fait sont une manière de continuer à aller chercher des ressources fossiles dans le sol mais de manière propre. Or, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ces technologies sont très coûteuses, peu fiables, impossible de passer à l'échelle. Et malheureusement, elles sont rentrées dans ce texte de la COP. On a peur qu'en fait, ce soit un cheval de Troie, une boîte de Pandore qu'on ait ouvert et que ensuite ça puisse être utilisé par les industries fossiles, notamment pour continuer à poursuivre leurs activités comme si de rien n'était. De son côté, il y a aussi la Chine qui a déclaré que les pays développés devaient prendre les devants dans la transition énergétique. La Chine qui est quand même l'un des pays les plus pollueurs au monde. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette déclaration? C'est vrai que c'était un sujet
très important la question de la différenciation, c'est-à-dire que là, collectivement, les États s'engagent à s'éloigner des énergies fossiles, mais il faut comprendre que tous les États n'ont pas la même responsabilité ni la même richesse dans la question de l'utilisation, l'extraction des fossiles. Et donc là, en fait, le message qui est passé par la Chine, mais qui est aussi envoyé par un certain nombre de pays en développement et par la société civile, c'est que des pays comme la Norvège, comme les États-Unis, qui ont largement les moyens et qui ont commencé à exploiter les fossiles il y a bien longtemps, doivent être des leaders, doivent montrer l'exemple, être les premiers à le faire. Et ensuite pourront suivre d'autres pays, des pays à revenus intermédiaires comme la Chine, mais aussi des pays en développement comme le Nigeria, si tant est qu'on leur donne les moyens de le faire. Vous l'avez un petit peu évoqué, parce qu'il y a l'ONU et les Samoa. Les Samoa, c'est celles et ceux qui s'expriment au nom des petites îles, qui ont une réaction un peu plus mesurée que les États-Unis ou l'Union européenne, par exemple, et qui appellent à aller plus loin dans la transition énergétique. Pourquoi? Parce que pour ces pays-là, c'est une question de survie, tout simplement. Et en fait, si on ne sort pas rapidement de l'ensemble des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, c'est leur avenir en fait qu'on condamne. C'est des pays dont l'existence est menacée à très court terme. Dans le courant du siècle, certaines de ces îles, comme les îles Marshall, Vanuatu, Kiribati, pourraient disparaître. Donc là, pour ces îles-là, l'enjeu, c'était de couper le robinet du chaos climatique, de dire stop, on arrête d'aller chercher ces ressources fossiles, et c'est complètement aligné avec la science, avec le rapport du GIEC, avec le récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'était vraiment une question de se dire c'est le moment ou jamais d'arriver à ce type de décision. On doit quand même dire que c'est énorme. C'était complètement inimaginable de se dire qu'on pouvait avoir une mention des énergies fossiles dans un texte de COP. Ça a commencé il y a seulement 2 ans quand on a parlé du charbon. Et là, on a cette transition hors des énergies fossiles. Donc c'est un pas en avant, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre l'urgence climatique. Vous anticipez un petit peu ma prochaine question, mais est-ce que, voilà, si on fait le bilan général de ces 2 semaines de négociations mondiales, est-ce que c'est plutôt positif quand même? Ce qui est sûr, c'est que ça démontre l'importance de ces COP pour faire bouger les lignes. On a vu plusieurs tabous brisés en peu de temps sur ces 2 dernières COP. On a eu d'abord celui sur la question des pertes et dommages qui avait été bloqué pendant 30 ans par les pays du Nord qui refusaient de reconnaître leurs responsabilités dans les pires impacts du changement climatique qui touchent le plus des pays les plus vulnérables et les moins responsables. Et puis cette fois-ci, ce tabou sur les énergies fossiles. Donc oui, ça démontre que quand il y a une coalition de pays progressistes, mais aussi de la société civile, des ONG, des représentants des peuples autochtones, des syndicats, qui se mettent ensemble, on peut vraiment obtenir des changements majeurs. Ce qui va compter maintenant, c'est les devoirs en fait avec lesquels les gouvernements rentrent à la maison et comment ils vont revoir leur copie. Parce que c'est ça tout le sujet de cette COP, c'était de donner des instructions claires pour que les États rentrent et revoient leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation, de soutien aux pays du Sud. Donc bien sûr, le combat est loin d'être terminé, mais on va continuer à se battre jour après jour. Donc on y croit encore. On y croit encore, bien sûr, parce qu'il le faut, c'est une nécessité. Merci beaucoup Fanny Petitbon. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.